Buzz, votre émission débute sous le signe de la passion et de la créativité. Une immersion dans plusieurs univers. Installez-vous confortablement, on vous y emmène. Après nous avoir ébloui une fois de plus lors de son défilé haute couture à Paris, ce passionné de mode et de style, Iman Aïssi nous a reçus dans son atelier. Nous avons parlé de sa carrière, de son évolution, des différents challenges de la mode africaine et plus encore. Qui est Iman Aïssi? Alors Iman Aïssi, je suis moi-même, je suis artiste, j'exerce dans le domaine de la mode, donc designer, et il y a 2 ans, je suis entré dans le calendrier officiel de la haute couture française. C'est vraiment une reconnaissance de la France par rapport à mon savoir-faire, mon travail, que je me suis battu pendant plusieurs années, des dizaines et des dizaines d'années. Tu le mérites, tu es un bosseur. Je suis fière de toi. Toute l'Afrique est fière de toi, Iman. Merci. J'ai commencé à dessiner très tôt quand j'étais enfant, parce que j'avais une jolie poupée, une jolie fée à la maison, ma maman, elle est très jolie, oui, les jolis vêtements, la reine-mère. Les accessoires, les bijoux, les escarpins, talons aiguilles à l'ancienne, à l'italienne, comme on disait à l'époque, avec les jolis chignons, les tresses, tout ça. Donc ça m'a émerveillé. J'ai dessiné au sol, j'ai commencé par piquer ses robes, certaines de ces robes pour défaire, pour refaire comment c'était fait. J'y refaisais et c'était plus pareil, ça avait changé un peu. Donc il y avait eu des punitions qui tombaient pour ça, mais beaucoup plus tard, quand elle a vu qu'il y avait un truc qui se passait, elle a fini par me confier certaines robes pour donner une seconde vie. Tout le monde avait droit à mes vêtements. C'est avec du temps que j'ai fait une très longue route. J'ai travaillé aussi comme mannequin, comme danseur. J'ai mené tous les mannequins, danseurs. J'ai jamais laissé quoi que ce soit. J'ai mené tout ensemble. Avec les 3 valises, tu les traînais. Exactement. Quand il y avait un peu de temps, je faisais l'autre. Ou alors quand il y avait plus de temps, je me retournais vers le mannequin ou la danse. Opportunités aussi. Ouais, tout à fait. Et les voyages aussi, donc étant en Afrique, au Cameroun déjà, j'ai travaillé pour pas mal de designers en tant que mannequin. Et comme styliste, je suis allé voir un designer qui était déjà bien implanté au Cameroun et qui m'avait ouvert sa porte. Et j'ai fait des collections pour lui, j'ai dessiné pour lui. C'est qui? Blast Design. J'ai fait des collections pour lui. J'ai organisé les défilés et on habillait les dames importantes de l'époque. Tu es rentré tout de suite par la grande porte? Je ne sais pas si c'était une grande porte pour moi, mais il a été très sympa de m'avoir accepté, moi qui sortais de nulle part. Je suis autodidacte. Bien sûr. Donc je me suis amélioré petit à petit, mais j'avais l'œil et les doigts très... il savait très bien... il savait ce que je voulais. Après tout ça, j'ai vu en Europe, dans les valises de Yannick Noir pour Saga Africa, et quand la tournée est finie, je voulais rester à Paris parce qu'il savait que c'est à Paris, c'est pas ailleurs. Ben oui, Paris, the place to be. Ah ouais. Pour les projecteurs qui s'éteignent, il fallait s'envoler de ses propres ailes. Donc ça n'a été pas évident. Recommencer à zéro et se faire une bonne base. Ça n'a pas été évident, j'ai énormément galéré. Mais je n'ai pas lâché. Bien sûr. Dans le mannequinat, la danse et tout, j'ai rencontré aussi des gens merveilleux. Je suis tombé aussi dans des faux plans, les gens qui m'ont utilisé. C'est tout ça qui fait ton histoire. Si c'était à recommencer, je dirais... Et si on me pose la question, est-ce que tu regrettes? Je ne regrette rien. Non, mais bien sûr. Mais effectivement, parce que chaque étape, tu as construit quelque chose qui fait aujourd'hui Iman Aïssi, dont on parle dans tout le monde entier. Iman Aïssi, tu te souviens de ton premier défilé? Oui. C'était où? Je me souviens. Alors, mon premier défilé, c'est marrant quand vous me posez cette question. Mon premier défilé, j'étais mannequin à Paris et je voulais absolument faire comme Christian Dior, comme Saint Laurent, comme toutes ces grosses, comme Jeanne Lanvin, toutes ces grosses maisons qui défilent avec les femmes sublimes, des mannequins comme Katusha, les Rebecca Yoko, Grace Jones, Iman Bowie, Naomi Campbell et autres. Donc je me disais, je veux faire aussi pareil. Donc j'ai commencé à mettre un peu d'argent de côté. Je faisais les heures de ménage, je faisais du mannequinat à l'époque, ça ne marchait pas encore bien. C'est plus tard que ça avait marché. Donc je faisais tout genre de boulot. Je mettais de l'argent de côté, je mettais cette fois-ci, j'ai lancé ma collection. Et j'étais allé au marché Saint-Pierre, j'avais trouvé un tissu à pois, dont des pois et le fond bleu, un peu un bleu nuit. Donc j'ai acheté 2 ou 3 rouleaux. Je suis allé à l'époque, j'habitais le Sentier. Donc je m'étais assis, j'ai acheté une petite machine
ménagère. Oui. Donc j'ai coupé le tissu, j'ai cousu la collection jour et nuit. J'avais arrivé à faire plus de 120 robes en un mois et demi par là, si j'ai bonne mémoire. Mon Dieu, à quel moment tu dormais? J'ai dormi très peu. J'ai fini par mettre la collection en route et je dresse les invitations. Et je passe de porte en porte déposer des mannequins partout là où je passais. J'ai laissé donc le jour de défilé et Paris était là. Pas parce qu'il était talentueux, parce que j'avais... J'étais levé pour les chercher. Chercher les gens, je connaissais certaines bonnes personnes dans les maisons de couture et tout, dont ils sont venus par curiosité pour m'encourager aussi. Il y avait des mannequins qui tenaient la route, parce qu'il y avait plein de copines mannequins dans des grandes maisons. Et la collection démarre. Du début à la fin, il n'y avait que des poids. Je crois que tout le monde était sorti là avec les yeux pleins de poids. Donc il n'y a que 2 ans qu'on m'a ouvert la porte pour entrer dans le calendrier officiel de la haute couture. Une grande reconnaissance. Et la première fois qu'on ouvre cette porte Enfin. Un designer Afrique subsaharienne. Donc c'est aussi l'ouverture de portes pour le luxe, parce que très souvent on ne reconnaissait pas le luxe africain. Il y a des raisons pour ça. Le jour que j'ai donc présenté cette collection pour le calendrier officiel de la haute couture, c'était une histoire qui s'écrivait. C'était enfin une porte qui s'ouvrait après plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Bravo. Donc c'était la reconnaissance. Pas seulement pour moi, pour tous, toutes ces personnes avec qui tu travailles. Pour toute l'Afrique aussi, c'était une ouverture des portes. Ils n'avaient jamais ouvert cette porte à un noir, à l'Afrique. Donc c'était une page de l'histoire qui s'écrivait. Il y avait le tout Paris, je ne m'attendais même pas. Le tout Paris était. Ceux qui ne pouvaient pas être là, ils envoyaient leurs journalistes, tout ça. Donc j'ai été très bien reçu. Le Vogue international qui a couvert tous les Vogues, le Elle, tout le monde en a parlé, le Japon, la Chine, les États-Unis. C'était le rendez-vous. Ouais. On a vu que sur tes collections, chaque collection a une histoire. Peux-tu nous raconter quelques histoires? L'Afrique a besoin de se réinventer, de montrer autre chose, de conter des histoires féeriques qui font sourire le monde. Il n'y a pas que des guerres en Afrique ou la misère, il y a de très belles choses en Afrique. Il y a la créativité, il y a le dynamisme des nouvelles générations. C'est ce qu'on voit à travers. Il y a des artistes qui passent et qui bossent durement. Donc moi je compte en Afrique, j'ai créé des histoires par rapport à mes collections, avec des histoires qui embellissent certaines choses au niveau des matières du textile. Le textile africain est très riche. Et il faut que le monde ignore, il faut éduquer les gens, il faut informer les gens. On a les tissus, tout ce qui est des kentés qui nous vient du côté des Ghana. Ils travaillent avec les artisans de ce côté-là. On a aussi des kentés, des kentés Côte d'Ivoire. On a les Kita, on a les Faso d'Anfani de Burkina Faso, on a les Rafia du Cameroun et Gabon. Et aussi les voiles de coton, et tout ce qui est aussi les teintes à la main comme les adhérents du Nigeria, ce que vous portez, c'est en des teintures. Donc il y a tout ça que je compte dans mes collections, il y a les formes. C'est pas vraiment l'Afrique que j'impose aux gens avec des silhouettes ou des images qui vont faire un peu cliché. Moi, je veux sublimer la femme africaine qui est aujourd'hui une femme internationale, une femme qui assume sa réussite, qui assume ses connaissances, qui assume l'Afrique dans le monde moderne et qui voyage avec l'Afrique dans ses valises. Donc c'est les codes qui embrassent aussi le monde, la société moderne d'aujourd'hui. L'Afrique a besoin de ça. Donc ce n'est pas des vêtements trop lourds ou alors ça va être avec trop de courrier. Trop de couleurs, non, c'est très subtil en même temps. Il faut savoir, c'est comme quand on lit un tableau. Quand un peintre peint un tableau, il y a ce que moi je veux lire et que je veux détecter dans le tableau, c'est pas forcément ce que vous allez voir vous. Chacun vient avec sa vision et sa manière de voir les choses. Mais Europe, c'est un peu ça. J'ai envie que cette femme africaine, cette femme du monde, elle doit être comme toutes les femmes, elle n'a pas de couleur. C'est juste l'Afrique qui avance et qui embrasse le monde aussi. Quand tu vois les stylistes en fait en Afrique qui ne se sont pas formés, qui essayent de faire un peu comme toi, est-ce que tu as un message pour eux? Moi je pense que la formation c'est important aujourd'hui, c'est important parce que le monde évolue. Et je pense qu'aussi l'Afrique a besoin de mettre en place le vrai fonctionnement de la mode parce qu'il y a beaucoup de choses qui se fait à l'envers.
On va voir aujourd'hui un styliste, il est styliste, il est agent de mannequin, il est organisateur de chorégraphe, organisateur d'événements. Fashion Week, mannequin souvent lui-même est mannequin aussi. C'est trop de choses à la fois. Je crois que c'est la méconnaissance. Je crois que, par exemple, à Paris, il y a un Fashion Week qui existe. Haute couture, il y a aussi un Fashion Week prêt-à-porter. Donc, tout professionnel qui a compris le fonctionnement et qui est capable de se greffer dessus. Tout le monde se greffe. Il n'y a pas Fashion Week Imana ici. Bah oui, il n'y a pas Fashion Week Saint-Laurent ou Chanel ou quoi que ce soit. Il y a un Fashion Week haute couture Paris qui existe pour tout le monde. Et tout le monde doit suivre les... Oui. L'Afrique a besoin de mettre ça en place. Les saisons, les bonnes dates de rendez-vous et pour présenter... les agendas, tout calé. Exactement. On se retrouve bien pas... faire les choses. Déjà depuis 13 ans, je travaille avec une association au Cameroun, le CCMC, qui est des Camerounais et tous les Africains qui veulent s'intégrer et qui veulent faire les métiers de la mode. Donc moi, je suis avec depuis 13 ans pour les accompagner. J'ai fait la démarche artistique, j'ai fait aussi les masterclass avec d'autres experts qui viennent de Paris et d'autres pays. Et tous les ans, je vais 2 fois au Cameroun pour ça. Et je crois que nous devons changer. Rééduquons-nous et prenons la bonne voie avec le bon vent, les bons essences, du bon parfum. Profitons de la vie. De la vie. La vie est très courte. Et la vie, à la base, elle est simple. C'est nous qui compliquons la vie. Mais attends, je pense. Ton mot de fin, Iman. Donc, je vous aime. J'aime tout le monde. Suivez-moi. Ne me suivez pas dans mes folies. Merci Iman. C'est moi qui vous remercie. Merci de nous avoir reçus chez toi. Elles se sont retrouvées autour d'un brunch à Paris dans une volonté assumée de booster leur état d'esprit de femmes entrepreneurs et se doter de moyens efficaces pour atteindre leur mission, dont l'une des plus importantes, créer une source génératrice de revenus. Elles, ce sont les 1000 femmes visionnaires. Bonjour, je suis Sortino Patricia, esthéticienne, entrepreneur e-commerce, en formation de coaching aussi, de e-business et présidente fondatrice de 1000 femmes visionnaires. Le projet 1000 femmes visionnaires, c'était parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des entrepreneurs solo, des entrepreneurs qui sont chez elles. Elles suivent beaucoup d'informations sur Internet, elles suivent beaucoup de vidéos. À la fin, elles n'ont pas d'objectif final. On s'est dit, on va créer une communauté de femmes où on pourra s'entraider, se soutenir et se challenger. 1000 femmes visionnaires existe depuis 2 ans, qui est parti d'un petit voyage, donc pas d'un petit voyage, d'un voyage d'affaires entre des femmes chefs d'entreprise en Turquie. C'est de notre retour que nous est venu de créer les 1000 femmes visionnaires. Autour des 1000 femmes visionnaires, on aura des femmes entrepreneurs qui viendront vraiment présenter ce qu'elles font. Et si jamais il y a des lacunes ou quoi que ce soit, de par nos expériences de toutes les trois, parce que nous sommes les créatrices de ce mouvement, on partagera nos expériences, les chemins par lesquels nous sommes passés, les obstacles par lesquels nous sommes passés, toutes les erreurs qu'on a pu aussi commettre, parfois même le découragement qui intervenait, mais on ne s'est pas laissé abattre, on s'est dit ok, il faut qu'on y aille et on y va. Et on a décidé qu'il ne faudrait plus qu'il y ait une seule femme qui se retrouve toute seule à vouloir dire qu'elle veut créer son entreprise. Donc aujourd'hui pour le brunch, ce sera vraiment de rassembler les femmes entreprenantes et de créer cette communauté d'entraide, d'échange qui fera la différence. Parce qu'on a remarqué que toute seule, on n'arrive pas, on peut rapidement se décourager. L'idée, c'est vraiment d'échanger entre nous, se présenter nos produits, nos gammes, tout, et créer en fait cet esprit d'échange, de pouvoir réseauter entre nous déjà. Le monde de l'entrepreneuriat se développe de plus en plus. Tout le monde a une petite voix en lui qui lui demande de se lancer dans l'entrepreneuriat. On n'a pas tous le courage. Donc, déjà, il faut venir pour apprendre des expériences de ces femmes qui se démarquent en se développant dans divers domaines. J'ai vu pas mal de domaines aujourd'hui. Je ne savais pas que je verrais autant de femmes fortes, déterminées, qui ont des objectifs bien précis en tête. Quand vous comprenez le mot 1000 femmes visionnaires, parce que
nous visons à rassembler, à avoir une communauté de 1000 femmes. C'est pour ça que vous allez voir 1000 femmes visionnaires parce que c'est un projet à long terme. Nous sommes en France aujourd'hui. Dans 2 mois, nous serons en Belgique et au mois d'avril, nous serons en Suisse. Donc le but ici, c'est de rassembler 1000 femmes dans les 4 coins du monde. La société Tams Events organise le 1er et le 2 juillet 2022 la 2e édition hybride du salon PSAO, le salon de l'excellence, de l'innovation, de la découverte et de la mise en valeur des talents. PSAO, c'est la vitrine des meilleurs produits et services africains et outre-marins. Cette édition sera également un lieu d'échange et de networking entre dirigeants, une opportunité de rencontre entre futurs collaborateurs sous la houlette de plusieurs institutions et représentations diplomatiques nationales et internationales. Infos et réservations +33 645 04 19 40 +33 7 51 07 23 97 ou rendez-vous sur www.salonpsao.com. Plus de 3 millions de streams au compteur avec son premier single Depuis toi et le titre de la bonne humeur On a mangé le soleil. L'auteur, compositeur et interprète Cephas nous parle en exclusivité de ses débuts, de ses projets et il nous revient avec son dernier titre, Toi tu pars. Alors, ça va bien? Ça va très bien. Merci pour la visite. Écoutez, avec plaisir. Alors, qui es-tu? Cephas, d'abord c'est Cephas, avec un S. D'accord. Donc, un prénom? D'origine, exactement, mon prénom, d'origine ghanéenne. Et puis, j'ai vécu 10 ans au Ghana, 8 ans à Afrique du Sud, 2 ans à Mayotte et maintenant en France. En France, depuis combien de temps? Depuis, j'ai arrêté de compter. Ah ouais. Plus de 10 ans que tu es en France. Et tu te sens bien? Je me sens bien, je me sens à la maison. Tranquille, quoi. Tranquille. Quel est ton nom à l'état civil? C'est ce qu'on veut savoir, non? Mon nom à l'état civil, alors c'est Cephas Ada. Cephas, mon prénom, et Ada, c'est mon prénom. D'accord. Et ça fait combien de temps tu as lancé ta carrière musicale? Alors, ça va faire 1 an et demi, 2 ans. Voilà, j'ai sorti mon premier single, Depuis toi. Donc, qui m'a ouvert des portes pas possibles. Super. Et ça a commencé comment? Ça a commencé comment? Je venais de finir faire mon BTS. T'as dit musique? T'as dit finir BTS musique direct ou c'était un nom procédé? C'était plutôt pendant. J'étais en train de faire mon BTS lorsque j'ai reçu une proposition et j'ai accepté. Donc un grand éditeur qui m'a approché. Et puis j'ai accepté, on a fait des tours de maison de disques, finalement ça n'a pas fait. Donc j'ai dû patienter, j'ai continué à faire ce que je fais. Voilà. Et puis une autre équipe s'est approchée de moi, une fois encore, et j'ai accepté. C'est parti sur ce premier titre qui s'appelle Depuis toi. Et avant cette proposition, tu voyais avant chanter quelque part avant, j'imagine? Oui. Alors, depuis tout petit, j'écoutais mon père au Ghana, devant la terrasse de la maison, sous l'arbre. Il jouait avec sa guitare comme ça, qui fabriquait du vélo. Et donc en le regardant, en l'écoutant, je suis tombé amoureux. Et j'ai commencé, je me suis dit que c'est ce que je voulais faire. C'était l'amour, c'est vrai, c'était l'amour pour la musique. Tout a commencé là. Et comment vous êtes arrivé ici en France? C'est pas mon problème, mais je demande quand même. Il faut demander. J'ai été adopté à l'âge de 10 ans, donc par mes parents adoptifs. Ma mère qui est en réalité ma tante, donc qui s'est mariée avec un Français, qui est exactement. Et puis donc je pars vivre avec eux en Afrique du Sud avant de venir. Alors pourquoi on a mangé le soleil? Quelle était ton inspiration? Alors c'est la question qui revient à chaque fois. Bien sûr, attends, on est curieux. On a mangé le soleil, c'est un peu le clin d'œil à notre société de surconsommation aujourd'hui, où très souvent on achète de plus en plus, alors qu'on a forcément besoin. Et puis c'est un clin d'œil pour dire voilà, qu'on devrait aujourd'hui se poser des questions, demander des questions, se remettre sur soi-même et faire des choses autrement pour changer.
d'accord. Donc il y a un message derrière. Il y a un message derrière. On a mangé le soleil ou pas? On a mangé le soleil, on n'a pas mangé le soleil littéralement. On a puisé les ressources de la terre, on a mangé le soleil, le ciel, les étoiles. Et maintenant, on va manger la lune. Après la lune, ça sera quoi? Après la lune, pourquoi pas? Donc si on mange tout, c'est on aura plus rien à manger en fait. Et à un moment donné, on va se manger entre nous. C'est ce qui va arriver. Alors, et ton prochain titre? Mon prochain titre, alors, le nouveau vient de sortir, qui s'appelle Toi tu pars, c'est mon 3e single. Un titre qui parle de... Alors moi je me dis ça. Aujourd'hui, les choses deviennent de plus en plus difficiles. On vient de vivre une situation, une pandémie qui a tout remis au niveau, malgré les statuts sociaux. Et puis voilà, Toi tu pars, c'est pour dire, même s'il y a des difficultés dans la vie, il ne faut pas oublier qu'il y a toujours cet ange à côté qui surveille, qui surveille pour nous. Ok, moi j'ai pensé que c'était un message de... Il y avait un chagrin d'amour, il y a quelqu'un qui est parti et tu veux la récupérer, je sais pas. Justement, c'est là le piège. D'accord. C'est qu'on a voulu laisser le suspense. D'accord. Un peu. Je suis un peu mystérieux des fois. Voilà, toi tu pars et moi je reste. Je suis prêt à donner tout de moi, à donner mes ailes pour que vous puissiez vous envoler et que moi je reste. Des coups de blues au bout des doigts. D'abord c'est simple, puis ça se complique. Comme des tas d'histoires qui n'avancent pas. Si rien ne change, que tout le monde s'en fout, qu'il n'y a plus un ange dans ce monde fou. J'achèterai des ailes en polystyrène pour que tu t'envoles depuis la tour Eiffel. Toi tu pars et moi je... Merci à la Maison Müller qui nous a reçus dans ce magnifique endroit. Grand merci au styliste Iman Aïssi pour cette magnifique tenue. C'était Afrobuzz Paris, votre émission culturelle toujours plus proche de vous. À bientôt. Parfois on se met des coups de fatigue, des coups de blues au bout des doigts. D'abord c'est simple, puis ça se complique. Comme des tas d'histoires qui n'avancent pas. Si rien ne change, que tout le monde s'en fout, qu'il n'y a plus un ange dans ce monde fou. J'achèterai des ailes en polystyrène pour que tu t'envoles depuis la tour Eiffel. Toi tu pars et moi je reste ici. Toi tu pars et moi je reste ici, ici, ici. Quand on prend trop de faux départs, on ne voit pas la ligne arriver. Partir trop tôt, c'est déjà trop tard. Et on finit disqualifié. Si rien ne change, que tout le monde s'en fout, qu'il n'y a plus un ange dans ce monde fou. J'achèterai des ailes en polystyrène pour que tu t'envoles depuis la tour Eiffel. Toi tu pars et moi je reste ici.